Le vol de ma mère était prévu pour 6 heures du matin et comme souvent, tout se faisait dans la précipitation. J'étais à moitié endormi sur le siège passager, le sac à dos coincé entre mes jambes pendant qu'elle fonçait sur les petites routes sombres, celles qui serpentent loin des villes. Le ciel était encore noir, mais on aurait dit qu'il brûlait déjà à l'horizon. Son téléphone vibrait sans arrêt, les notifications de travail illuminant le tableau de bord. Elle ne regardait même pas l'écran. « Juste quelques nuits », répéta-t-elle pour la 3e fois. J'avais l'impression qu'elle essayait surtout de se rassurer elle-même. « Je reviens lundi. Sois sage chez ta grand-mère, d'accord ?» Je grognais quelque chose qui ressemblait vaguement à un oui. J'avais 16 ans, pas vraiment l'âge d'avoir besoin d'une baby-sitter, mais apparemment, grand-mère insistait. D'après ma mère, c'était important. « Elle a besoin de te voir », avait-elle dit. Ses doigts s'étaient crispés sur le volant à ce moment-là. Et puis, pour être honnête, je n'avais pas vraiment le choix. Depuis le divorce, nous n'étions plus que tous les deux. Ma mère cumulait 2 emplois, vivait avec des migraines permanentes et une fatigue qu'elle ne parvenait plus à cacher. La maison de grand-mère avait toujours été le plan de secours. Un endroit calme, ancien, perdu au milieu de nulle part. Mon plus grand reproche jusque-là, c'était l'absence totale de Wi-Fi. Juste des arbres, du silence et ce bruit de vent étrange qui ne ressemblait jamais vraiment à du vent. Nous arrivâmes dans l'allée de gravier juste après le coucher du soleil. Le porche était éclairé par une ampoule vacillante, qui grésilla une fois, exactement comme dans mon souvenir. Rien n'avait changé de l'extérieur. Les planches en bois, la peinture autrefois bleue désormais effacée par le temps, les carillons teintaient doucement, malgré une brise qui ne semblait pas atteindre les arbres alentours. Ma mère resta assise dans la voiture plus longtemps que d'habitude. « Elle a été un peu différente ces derniers temps », dit-elle enfin, sans me regarder. « Différente comment ? Oh, rien de grave. De l'humour sans doute. » Je haussai un sourcil. Humour pouvait vouloir dire beaucoup de choses. Elle me lança un regard sec. « Sois gentil, c'est tout. » Nous n'avions presque rien apporté. Quelques vêtements, ma brosse à dents, mon chargeur. Quand grand-mère ouvrit la porte, elle portait ses éternelles pantoufles, un cardigan trop large et les cheveux attachés en chignon lâche. Elle me serra fort contre elle. Elle sentait exactement comme avant, la lavande, les vieux tissus et cette odeur de maison ancienne impossible à décrire. Mais dès que je posais le pied dans le salon, quelque chose clochait. Je n'aurais pas su dire quoi au début. Les meubles étaient là où ils devaient être, ou presque, comme si quelqu'un avait essayé de reproduire la pièce de mémoire, mais s'était trompé de quelques centimètres. Puis mon regard se posa sur le mur, au-dessus de la cheminée. Un carré plus clair, décoloré par le temps. La trace laissée par quelque chose accroché là pendant des années, puis retiré. Étrange, mais pas encore inquiétant, jusqu'à ce que j'aille dans la cuisine pour prendre des couverts. Dans le tiroir, il n'y avait que des fourchettes en plastique. Pas de cuillère, rien en métal. Même le robinet de l'évier était enveloppé de rubans adhésifs, ternissant son éclat. Les poignées des placards avaient été remplacées par des boutons de bois vissés de travers. « Tu as besoin d'aide pour retrouver tes couverts ?» demandai-je. Elle me regarda comme si je parlais une langue étrangère. « Cela suffit bien très bien », répondit-elle, en me tendant un sporque tordu. J'attendis un sourire, une blague, n'importe quoi, mais elle se contenta de préparer le thé, fredonnant un air sans mélodie, comme si tout cela était parfaitement normal. Le dîner fut mangeable, une sorte de mélange grisâtre avec des petits pois, loin de ces plats chaleureux d'autrefois. Elle me posa des questions sur l'école, mais oubliait mes réponses presque aussitôt. Une fois, elle m'appela par le prénom de mon oncle mort depuis des années. Je mis ça au compte de l'âge. Puis vint le moment d'aller me brosser les dents. Je levai les yeux et il n'y avait pas de miroir dans la salle de bain. À la place, une planche de bois parfaitement découpée avait été clouée sur l'emplacement. Lisse, propre, comme si le miroir n'avait jamais existé. Le bois me renvoyait un vide total, silencieux, presque provoquant. Je ne posais pas de questions. Pas encore. Je me réveillai tôt le lendemain matin, comme on le fait toujours dans une maison qui n'est pas la sienne. Cette sensation flottante, désorientée, où il faut quelques secondes pour se souvenir de l'endroit où l'on se trouve. La lumière du jour filtrait à peine à travers les stores, teintant la chambre d'un jaune maladif presque sale. Tout semblait figé, trop calme. Je me levai sans faire de bruit, avançant avec précaution, cherchant instinctivement les lames du parquet qui grincent pour les éviter. Le silence de la maison était lourd, oppressant. Pas de radio, pas de télévision, pas même le bruit lointain d'une voiture.
Juste cette atmosphère étrange, comme si la maison retenait son souffle. Je fis un tour dans la cuisine, espérant trouver quelque chose à manger. Rien. Pas de petit déjeuner prêt, pas même une casserole encore tiède. La maison semblait vide, malgré la présence de ma grand-mère. Un peu déçu, je retournai au salon et m'affalai sur le vieux canapé, faisant défiler machinalement mon téléphone. Sans Internet, toutes les applications se contentaient de tourner dans le vide. Je pensais envoyer une photo à ma mère, histoire de lui montrer que tout allait bien. Mais je n'y arrivais pas. Quelque chose me retenait, comme si mentir, même à travers une image banale, était une mauvaise idée. À force d'ennui, mon téléphone glissa de mes mains et rebondit sur la moquette avant de disparaître à moitié sous le canapé. Je soupirais, me laissant tomber à genoux pour tenter de le récupérer. Plus j'essayais, plus je le poussais loin sous le meuble. Agacé, je cherchais un objet long et fin pour le faire ressortir. Un vieux bâton oublié derrière un meuble fit l'affaire. Je balayai le sol sous le canapé et plusieurs choses roulèrent vers moi. Mon téléphone, une pièce de monnaie, quelques grains de pop-corn rassis et autre chose. Un petit éclat courbé, couvert de poussière. Je le ramassai. Mon estomac se serra aussitôt. C'était un morceau de miroir brisé. La surface était rayée, sale, mais encore suffisamment intacte pour réfléchir quelque chose. Mon reflet y apparaissait, déformé, étiré. Et pendant une fraction de seconde, une seule, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un derrière moi. Je me retournai brusquement. Le couloir était vide. Aucun bruit, aucun mouvement. Je me redressai lentement, le cœur battant un peu trop vite. J'ai décidé de cacher le morceau de miroir dans ma poche, sans trop savoir pourquoi. Une intuition peut-être, ou une peur que je n'étais pas encore prêt à admettre. Le déjeuner arriva, si on pouvait appeler cela ainsi. Ma grand-mère posa devant moi un bol de bouillon pâle, presque translucide, avec des morceaux de viande à la couleur douteuse flottant sur la surface. « C'est quoi ?» demandai-je en piquant dedans avec le spork. Elle sourit, comme d'habitude. Je ne posai pas d'autres questions. Je fis semblant de manger, puis vidai discrètement le bol dans l'évier quand elle eut le dos tourné. Le reste de la journée s'écoula lentement, trop lentement. J'essayais d'envoyer un message à ma mère. Pas de réponse. Sans doute occupée, me dis-je. Pourtant, je vérifiais mon téléphone toutes les 15 minutes. En début de soirée, nous étions assis dans le salon. La télévision était toujours recouverte d'un drap épais. Quand je demandais si on pouvait regarder quelque chose, elle secoua la tête. « Oh, Jerry, je croyais que tu détestais la télévision. » Je la regardais surpris. « Jerry, ce n'est pas mon prénom, c'était celui de ton père. » Elle pencha légèrement la tête, comme si cette information devait s'installer lentement dans son esprit. « Bien sûr que ce n'est pas toi. » Mais son regard resta fixé sur moi bien trop longtemps, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose, sans jamais y parvenir. Ce soir-là, pendant le dîner, elle m'annonça que ma mère était passée la veille d'épouser un panier. Elle désigna un plan de travail parfaitement vide. « Tu l'as pas vu ?» J'ai hoché la tête, sans répondre. Ma mère était à des centaines de kilomètres. Elle n'avait pas pu venir. Quand je montais me coucher vers 23h, je verrouillai ma porte. Je me dis que c'était pour prudence, rien de plus. Mais au milieu de la nuit, je me réveillai à moitié. Et j'entendis une respiration, juste derrière la porte. Lente, régulière, comme quelqu'un qui attendait. Je restai immobile, retenant mon souffle. Le bruit persista longtemps, puis un craquement du plancher, et plus rien. Je sortis le morceau de miroir de sa cachette et le glissai au-dessous de mon bête. Enveloppé dans un t-shirt, je n'étais plus sûr de rien. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Chaque souffle du vent semblait trop proche. Quand le silence revenait, il était encore plus oppressant. À un moment, je crus entendre des pas dans le couloir. Ou peut-être que mon esprit essayait simplement de donner une forme à la peur. Quand le matin arriva enfin, je me levai avec la sensation étrange d'avoir survécu à quelque chose, sans savoir exactement à quoi. Je sortis de ma chambre lentement. La maison était silencieuse, anormalement silencieuse. Je ne sentais aucune odeur de café, aucun bruit de vaisselle, ma grand-mère n'était nulle part en vue. Je me retrouvais seul avec cette maison trop calme, trop figée. Je descendis les escaliers et entrai dans le salon.
Le canapé, la table basse, les fauteuils, tout était à sa place. Et pourtant, quelque chose n'allait toujours pas. Comme la veille, cette impression que la pièce avait été reconstruite de mémoire, qu'elle imitait une vraie maison sans en être une. Je pensais alors au morceau de miroir. Je le récupérais sous mon lit, toujours enveloppé dans mon t-shirt. Le verre était froid contre ma peau. Je restais quelques secondes à le regarder, hésitant, puis je levai lentement l'éclat de miroir devant moi. L'image du salon apparut, mais ce n'était pas exactement le salon dans lequel je me tenais. Les angles étaient faux, les murs semblaient se courber légèrement, comme s'ils se pliaient sous une pression invisible. Le ventilateur au plafond pendait, immobile, alors que je sentais pourtant un courant d'air passer au-dessus de ma tête. Aucun son ne venait du reflet, comme si ce monde-là était privé de souffle. Je fis quelques pas, levant à nouveau le miroir. Dans la salle à manger, les chaises étaient tournées dans la mauvaise direction. Un verre d'eau semblait figé en plein mouvement, renversé à jamais, suspendu dans le temps. Les fenêtres étaient maculées de traces sombres que je ne retrouvais pas dans la vraie pièce. Plus j'avançais, plus l'angoisse montait. Le couloir dans le miroir était plus étroit, les murs semblaient se rapprocher, et surtout, il y avait des portes. Des dizaines de portes, empilées les unes à côté des autres, certaines entr'ouvertes, d'autres complètement fermées. Des portes qui n'existaient pas dans la vraie maison. Je détournai rapidement le regard, de peur de rester trop longtemps fixé dessus. À l'étage, dans la chambre d'amis, le reflet montrait quelque chose d'encore plus dérangeant. Les jouets rangés dans le placard, des vieux souvenirs de mon enfance, étaient tous tournés vers la porte, alignés comme s'ils attendaient quelqu'un. Je sentis ma gorge se serrer. La salle de bain, elle, n'avait toujours pas de miroir dans la réalité. Mais dans l'éclat de verre, l'endroit où il aurait dû se trouver brillait faiblement derrière la planche de bois, comme si une lumière essayait de passer au travers. Je parcourus la maison sans bruit, l'oreille tendue, m'attendant à entendre ma grand-mère surgir à tout instant. Pourtant, la maison semblait morte, trop morte. Il ne restait qu'un seul endroit que je n'avais pas encore regardé, le sous-sol. Ma grand-mère n'y allait jamais. La porte était toujours verrouillée. La clé, une vieille clé rouillée, pendait au-dessus du réfrigérateur. Je la fixais longuement avant de la décrocher, attendant presque que quelque chose m'arrête. Rien ne se produisit. Quand j'ouvris la porte du sous-sol, le grincement résonna dans toute la maison. Je me figeai, retenant mon souffle. Aucun pas, aucun murmure. Je descendis les marches une à une. L'air était froid, humide, chargé d'une odeur de bois pourri et de métal. Mais surtout, cet endroit me semblait faux, pas comme le reste de la maison. Faux d'une manière différente, organisé de travers, exactement comme les pièces que j'avais vues dans le miroir. Au centre de la pièce se trouvait une chaise en bois. Rien d'autre. Des cordes effilochées pendaient encore de ses accoudoirs et de ses pieds. Le sol sous elle était profondément rayé, comme si quelqu'un s'y était débattu récemment. Je levai le miroir. Dans le reflet, le sous-sol était normal. Des cartons bien empilés, des murs propres. Un endroit banal, sans horreur apparente. Je compris alors, avec un frisson glacial, que le sous-sol était l'inverse de tout le reste. Ici, la réalité était le mensonge, et le miroir montrait la vérité. Je restais figé un long moment au bas des marches, incapable de bouger. Le contraste entre ce que je voyais autour de moi et ce que le miroir me montrait me retournait l'estomac. Partout ailleurs dans la maison, le reflet était une version déformée, corrompue. Ici, dans le sous-sol, c'était l'inverse. La pièce réelle était pourrie, rayée, violente. Le reflet, lui, était normal. Comme si ce lieu précis refusait le mensonge. Je rangeais le morceau de miroir dans ma poche et remontais précipitamment. Je n'avais besoin d'aucune confirmation supplémentaire. Quelque chose n'allait pas, quelque chose de profondément faux, et surtout, quelque chose retenait ma grand-mère prisonnière, d'une façon ou d'une autre. Je voulus quitter la maison, juste prendre de l'air, voir un arbre, un vrai arbre, quelque chose qui ne se tordait pas dès que je détournais le regard.
J'attrapai la poignée de la porte d'entrée et tournai la serrure. Le mécanisme cliqueta normalement, mais la porte ne bougea pas. Je tirai plus fort, rien, pas même un frémissement, comme si quelque chose de l'autre côté la maintenait fermée. Je regardais par la petite fenêtre latérale. Le monde extérieur ondulait. Les troncs des arbres vibraient comme vus à travers une chaleur épaisse. Les feuilles se répétaient en boucles impossibles, agitées par un vent que je ne sentais pas. Le ciel avait une couleur légèrement fausse, trop grise, trop figée. Même les nuages semblaient immobiles. Exactement comme la maison dans le miroir. Je compris alors que je n'étais pas seulement coincé dans la maison, j'étais coincé dans la version fausse du monde. Derrière moi, j'entendis un fredonnement, lent, brisé, à mi-chemin entre une mélodie et un gémissement, un son qui s'insinuait sous la peau et faisait grincer les dents. Je me retournai lentement. Ma grand-mère se tenait dans la cuisine, de dos. Elle remuait quelque chose dans une casserole. L'odeur qui s'en dégageait était écœurante, un mélange de miel brûlé et de métal rouillé. Elle ne bougeait pas comme avant. Ses mouvements étaient raides, exagérés, comme ceux d'une marionnette mal manipulée. Ses pieds traînaient sur le sol. Sa nuque tressautait par à-coups, comme si elle retenait un spasme. Elle ne me demanda pas comment j'avais dormi, elle ne me demanda pas si j'avais faim. Elle n'en avait plus besoin. Elle savait que je ne pouvais pas partir. J'ai reculé lentement, retenant mon souffle. Ce qui se tenait dans la cuisine n'était pas ma grand-mère. C'était une chose qui portait son corps, son visage, mais pas ce qu'elle était réellement. Je retournai au sous-sol. Pas pour courage, par nécessité. C'était le seul endroit où la réalité semblait encore tenir debout. Je descendis de nouveau les marches, le cœur serré, le miroir fermement serré dans ma main. L'air était encore plus lourd qu'avant, plus humide. La chaise était toujours là, au centre de la pièce, vide. Les cordes pendaient comme des souvenirs mal enterrés. Je levai le miroir, et cette fois, je la vis. Dans le reflet, une femme était assise sur la chaise, les poignets et les chevilles solidement attachés. Ses cheveux étaient un peu plus courts que dans mon souvenir, son visage plus maigre, marqué par l'épuisement. Mais je la reconnus immédiatement. C'était ma vraie grand-mère. Elle ne criait pas, ou si elle criait, aucun son ne traversait le miroir. Sa tête pendait vers l'avant, comme si elle n'avait plus la force de la maintenir droite. Puis, lentement, elle releva le visage. Ses yeux croisèrent les miens. Je ne sais pas comment c'était possible, mais elle me voyait. Ses lèvres bougèrent, formant un seul mot encore et encore, avec une précision désespérée. Brise, brise, brise. Un frisson glacial me parcourut jusqu'aux os. Je baissai le miroir et regardai la chaise vide devant moi. Les cordes pendaient exactement aux mêmes endroits que dans le reflet, comme si les deux réalités étaient alignées, mal superposées. « Mamie, murmurai-je, tu m'entends ?» Aucune réponse. Ses yeux, dans le miroir, se tournèrent soudain vers quelque chose derrière moi. Ils s'écarquillèrent. Je me figeai. Des pas lourds résonnaient à l'étage, lents, délibérés, comme si chaque pas était posé avec soin. Je me glissais derrière une vieille étagère chargée de pots de peinture et de décorations de Noël couvertes de poussière. Je me recroquevillais, serrant le miroir contre ma pochette, priant pour qu'il ne capte aucune lumière. La porte du sous-sol grinça. Elle descendit. Son ombre s'étérit sur les murs avant même que son corps n'apparaisse. Ses articulations semblaient mal alignées, comme si on l'avait réassemblée à la hâte. Elle fredonnait encore, cette berceuse déformée qui ne ressemblait à rien d'humain. Dans le miroir, elle n'était pas là. Il n'y avait que ma grand-mère, attachée à la chaise, me suppliant sans silence. Deux sous-sols, deux vérités, et moi, coincé dans la mauvaise. Je restais immobile derrière l'étagère, le corps tendu au point de me faire mal. Chaque battement de mon cœur résonnait dans mes tempes comme un tambour trop fort. Elle était là, à quelques mètres seulement. Je sentais sa présence sans même la voir directement. L'air semblait plus lourd autour d'elle, comme si la pièce se contractait pour lui faire de la place. Elle fredonnait toujours. Un son lent, presque tendre, mais totalement faux. Une mélodie qui n'allait nulle part, qui montait légèrement à la fin de chaque note comme une question qu'on n'attend pas qu'on vous réponde. Je risquai un coup d'œil à travers le miroir. Dans le reflet, le sous-sol était calme, trop calme. Ma vraie grand-mère était toujours attachée à la chaise.
Elle me fixait avec une intensité qui me donnait envie de détourner le regard. Ses lèvres bougeaient encore. Brise. Je compris alors ce qu'elle voulait dire. Les cordes. Je devais briser les cordes. Mais comment? Dans ce sous-sol, la chaise était vide. Les cordes pendaient mollement, usées, sans rien à retenir. Pourtant, dans le miroir, elles étaient tendues, serrées autour de ses poignets et de ses chevilles. Deux réalités superposées, et moi exactement au milieu. Un bruit de pas me ramena à l'instant présent. Elle se déplaçait lentement dans le sous-sol. Ses pieds raclaient le sol, laissant derrière eux un son humide, presque collant. Je serrais le miroir contre moi, retenant mon souffle, priant pour qu'elle ne me voie pas. Elle s'arrêta, si près que je pouvais voir le bas de sa robe à travers les étagères. Le tissu semblait plus sombre que dans mes souvenirs, comme s'il avait absorbé quelque chose. Elle pencha la tête de droite à gauche, exactement comme quelqu'un qui écoute ou qui renifle l'air. Je fermai les yeux. Dans le miroir, elle n'existait toujours pas. C'était là que se trouvait ma seule chance. Quand elle se détourna enfin et remonta lentement les marches, je restai encore longtemps caché, trop terrifié pour bouger. La porte du sous-sol se referma avec un clic sec. Le fredonnement s'éloigna, puis disparut. Je sortis enfin de ma cachette, les jambes tremblantes. Je me plaçai devant la chaise. Je sortis le miroir et le tins bien droit, essayant d'aligner la version réelle de la chaise avec celle du reflet. Mon souffle embuait le verre. Ma grand-mère leva la tête, ses yeux s'agrandissant d'espoir mêlé de peur. Je fouillai autour de moi, paniqué. Puis je le vis, un vieux cutter rouillé, oublié dans un bac de rangement. Ma main tremblait quand je le ramassais. « D'accord », murmurai-je, « d'accord ». Je levai le miroir, ajustai l'angle. La chaise du reflet se superposait parfaitement à celle devant moi. Les cordes semblaient flotter dans l'air comme des fantômes. Je tendis la lame vers l'endroit où, dans le miroir, la corde entourait son poignet. La première entaille glissa. La seconde accrocha le bois de la chaise. Mon cœur battait trop vite, j'avais peur de lui faire mal, peur de couper trop profond, peur que rien ne se passe. Finalement, la corde céda. Rien ne se produisit. Pendant une seconde, je crus avoir échoué. Puis je vis le changement. Dans le miroir, la corde autour de son poignet se détendit, pendante. Les épaules de ma grand-mère s'affaissèrent légèrement. Je recommençai. Une corde, puis une autre, puis encore une. À chaque fois, le même silence terrible. Pas de lumière, pas de bruit, juste cette sensation d'agir à l'aveugle. Quand la dernière corde tomba, je restai figé, le souffle court. Dans le miroir, ma grand-mère se leva lentement. Elle tremblait, mais elle était debout. Des larmes coulaient sur son visage. Ses lèvres bougeaient trop vite pour que je comprenne ce qu'elle disait. Puis son regard se durcit soudain. Elle pointa quelque chose derrière moi. Je me retournai. Elle était là, à quatre pattes. Son corps était tordu de façon impossible. Ses coudes pliaient dans le mauvais sens. Son cou était incliné comme un cintre brisé. Ses yeux souriaient. Un sourire trop large, trop figé, brillant même dans la pénombre. « On dirait que tu l'as trouvé ?» souffla-t-elle d'une voix qui ressemblait à un ronronnement mêlé à un râle. Je n'eus pas le temps de réfléchir. Elle bondit. Je n'ai pas réfléchi. Mon corps a bougé avant même que mon esprit comprenne ce qui se passait. Je me jetai en arrière au moment où elle se projetait vers moi. Ses bras s'allongèrent de façon anormale, ses doigts frappant le béton avec un bruit sec, presque animal. Ses ongles claquaient contre le sol comme des sabots. Je roulais sur le côté et me relevais en titubant, déjà en train de courir vers les escaliers. Derrière moi, quelque chose cria. Pas un cri humain, un son étouffé, déchiré, comme si une gorge essayait de produire un son qu'elle n'était pas faite pour émettre. Je gravis les marches 4 à 4. Je sentais son souffle derrière moi, trop proche, trop chaud. Ses mains griffèrent les marches, laissant des marques sombres dans le bois. J'atteignis le haut juste à temps pour claquer la porte du sous-sol derrière moi. Elle frappa presque aussitôt. La porte vibra sous l'impact, les gonds gémirent. J'attrapai la première chaise que je trouvais dans le couloir et la coinçai sous la poignée. Une seconde frappe fit trembler le mur. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser hors de ma poitrine. La maison changeait. Je le voyais maintenant.
Le papier peint se tordait, formant des angles impossibles. Les motifs se déplaçaient lentement, comme des choses vivantes. Les cadres photos accrochés au mur commencèrent à pleurer une substance noire et épaisse depuis les yeux peints des visages figés. Une des vitres se mit à pulser, gonflant et se rétractant comme un poumon. Je reculais, paniqué, cherchant quelque chose de réel, quelque chose qui ne mentait pas. Mes doigts trouvèrent le morceau de miroir dans ma poche. Je le sortis d'une main tremblante et le levai devant moi. Dans le reflet, tout était calme. Le salon était normal, les murs droits, les meubles à leur place, la maison de ma vraie grand-mère. Et là, debout dans le couloir du reflet, se trouvait elle, la vraie, blessée, tremblante, mais libre. Elle me regarda droit dans les yeux à travers le verre. Ses lèvres formèrent une phrase entière, lentement, avec une urgence calme. « Il reste du temps. » Elle pointa vers le placard du couloir. Un bruit monstrueux éclata derrière moi. La porte du sous-sol commençait à céder. Le bois se fendillait. Quelque chose forçait, encore et encore, avec une rage nouvelle. Je courus vers le placard et l'ouvris à la volée. Des manteaux poussiéreux, des cintres en plastique, un vieux parapluie effondré, rien d'autre. Pas de sortie, pas d'espoir. Je levai le miroir. Dans le reflet, le placard était vide. Pas de manteau, pas de cintre. Juste une ouverture sombre, étroite, comme si l'espace lui-même avait été creusé. « Non !» murmurai-je. La maison gronda. La porte du sous-sol vola presque en éclats. Je sentis la vibration jusque dans mes dents. Sans réfléchir davantage, je pressai mon dos contre le fond du placard et avançai à l'aveugle, guidé uniquement par ce que le miroir me montrait. Le bois céda. L'air changea brusquement. Un souffle glacé s'engouffra autour de moi, sec, ancien, sentant la pierre humide et la rouille. Les manteaux frémirent derrière moi comme agités par une main invisible. Je me faufilais dans l'ouverture, rampant, les épaules râpées par le bois, le cœur hurlant dans ma poitrine. Derrière moi, elle rugit, un son de pure frustration. Je continuais à avancer, centimètre après centimètre, guidé par le miroir. Le passage était étroit, oppressant. Chaque mouvement me semblait trop lent, mais je n'osais pas regarder en arrière. Le froid s'intensifiait. Pas un froid de peau, un froid qui s'enfonce dans les os. Puis soudain, le monde se réaligna. Je le sentis avant même de le voir. Dans le miroir, la maison cessait de se tordre. Les murs redevenaient droits, les ombres retrouvaient leur place. Et devant moi, des marches en bois, un sol en béton lisse, le vrai sous-sol. Je sortis du passage et m'effondrai à genoux. L'air était humide, lourd, mais réel. Tellement réel que j'en aurais pleuré. Au centre de la pièce se trouvait la chaise. Vide. Des traces sombres maculaient le bois. Les cordes sectionnées pendaient mollement. Des marques au sol indiquaient qu'elle avait été là, pas si longtemps auparavant. Elle avait réussi. Mais je n'avais pas fini. Je restais quelques secondes à genoux dans le sous-sol, incapable de bouger. Mes jambes tremblaient encore. Mes mains étaient engourdies à force d'avoir serré le morceau de miroir trop fort. Tout semblait silencieux. Pas un silence menaçant cette fois, un silence normal. Lourd, certes, mais réel. Je me relevai lentement. Les marches menant à l'étage ne grinçaient presque pas, comme si la maison enfin acceptait mon poids. À chaque pas, je m'attendais à ce que les murs se déforment à nouveau, que le sol se dérobe, que le mensonge reprenne forme. Mais rien ne se produisit. Quand j'atteignis le salon, l'odeur me frappa en premier. Café froid. Produit pour le sol. Bois sec chauffé par un vieux radiateur. Des odeurs simples, rassurantes. Et là, au milieu de la pièce, se tenait ma grand-mère. La vraie. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, plus fragile aussi. Son pull était à l'envers, ses mains tremblaient légèrement, et des bandages de fortune entouraient ses poignets et ses chevilles. Du sang encore frais avait imprégné le tissu. « Mon chéri, dit-elle d'une voix rauque, tu vas bien ?» Je sentis mes yeux me brûler. « Ne t'inquiète pas pour moi, répondis-je la voix cassée. C'est toi !» Je m'approchai lentement. Elle leva les yeux vers moi et sourit.
Un vrai sourire, fatigué, mais sincère. Celui que je connaissais. Mais je n'eus pas le temps de la prendre dans mes bras. Un bruit se fit entendre derrière moi. Un raclement humide, lent, déterminé. Je me retournai. La chose rampait hors du placard du couloir, forçant son corps à travers une fissure qui n'aurait jamais dû exister. Sa peau brillait comme du goudron sous une lumière inexistante. Son visage oscillait, passant de celui de ma grand-mère à quelque chose d'inachevé, de mal assemblé. Ses doigts s'accrochaient au cadre de la porte, longs, trop fins, aux ongles éclatés. « Elle est revenue », murmura ma grand-mère. Je plongeai la main dans ma poche. Le morceau de miroir était encore là, tiède, presque vivant. Je compris alors. Tous les miroirs avaient été retirés de la maison pour une raison. Les reflets étaient une menace pour elle. Je levai le miroir vers la chose. Elle recula aussitôt. Un sifflement monta dans l'air, une pression douloureuse, comme si quelque chose se déchirait derrière mes yeux. Ses membres se plièrent à l'envers, ses bras craquèrent en se repliant sur eux-mêmes. Son regard était fixé sur le miroir, incapable de s'en détacher. Je fis un pas en avant, puis un autre. La maison vibra, les cadres tombèrent des murs, les fenêtres se fissurèrent. La créature ouvrit la bouche trop largement. Ce n'était plus une bouche, mais un tunnel de vide et de bruit, une absence de forme. Je levai le miroir plus haut. L'air fut aspiré vers elle, comme si le monde cherchait à la rejeter. Ses membres commençaient à se replier, à se désagréger, comme du papier brûlé sans flamme. Elle tenta de s'agripper au sol, mais ses doigts se désagrégeaient déjà. Puis, dans un silence brutal, elle disparut. Le miroir se fissura dans ma main. Une toile de craquelure se répandit à sa surface, avant qu'il ne s'effrite entièrement, se transformant en une fine poussière qui glissa entre mes doigts. Tout s'arrêta. La maison retrouva son calme. Ma grand-mère éclata en sanglots. Je me précipitai vers elle, la pris dans mes bras. Elle tremblait, mais elle était là, réelle, vivante. « C'est fini », murmura-t-elle, comme un mauvais rêve. Plus tard, elle m'expliqua. Elle avait vu son reflet changer. Une seconde d'inattention, une erreur, puis plus rien. Prisonnière, incapable de parler, observant cette chose vivre à sa place, imiter ses gestes, apprendre lentement. « Mais je te voyais », dit-elle en serrant ma main. « Dans le miroir, je savais que tu viendrais. » Les jours suivants furent étrangement paisibles. Nous nettoyâmes la maison. Nous remîmes de vrais couverts dans les tiroirs, retirâmes le ruban adhésif des robinets et surtout, nous raccrochâmes des miroirs. La première fois que je me regardai dedans, je retins le souffle. Je ne vis que moi. Et derrière moi, le reflet de ma grand-mère, souriante. Quand ma mère vint me chercher, nous gardâmes notre version des faits. Un accident de cuisine, ni rien de plus. Sur la route du retour, les arbres défilaient normalement. Le ciel bougeait, le monde respirait. « Tu sais, » dit ma mère surprise, « tu sembles aimer rester chez ta grand-mère finalement. » J'hochai la tête. Elle a besoin d'aide. Et si jamais quelque chose devait recommencer, je saurais quoi faire.